Bien, et donc, alors les entreprises nominées pour le Grand Prix sont Edenred, Atos et Gecina. Et le lauréat du Grand Prix est Atos. Alors, Frédéric Oudéa va remettre le trophée à Élie Girard. Nicolas, si tu peux venir 2 minutes. Pour la photo, on va se mettre tous les 4. Alors peut-être Nicolas, si tu peux, sans déflorer tous les débats, dire que ça a été, je veux dire, une candidature compliquée aussi. Hein. Alors c'était un cas vraiment intéressant, un dossier, un cas intéressant, comme on dit, ça commence assez mal quand un prof dit ça. Mais non, en fait, un dossier vraiment intéressant. Et ce qui nous, alors je ne vais pas trop déflorer, parce que je crois que Madeleine et Louis vont aussi intervenir pour donner le point de vue du jury. Mais ce qui nous a vraiment intéressé dans ce dossier Atos, c'est l'intégration vraiment au cœur du business model, d'enjeux notamment environnementaux, avec à la fois un engagement très fort vis-à-vis de la société, avec l'idée de respecter des objectifs dès 2035 liés à l'accord de Paris, donc c'est quand même très très ambitieux. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est la capacité à transformer ces enjeux environnementaux en une vraie source d'activité pour l'entreprise. Donc c'est gagnant-gagnant, à la fois pour l'entreprise et pour la société en général. Donc c'est notamment ça qui nous a vraiment emballé, je dirais. Et puis il y avait un autre point qui est important, c'est que ces paramètres de pensée intégrée, d'action intégrée ne fonctionnent bien que si le dirigeant est vraiment engagé. Et donc c'est pour ça que depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, on invite systématiquement les dirigeants des entreprises présélectionnées à échanger avec le jury. Et donc on a senti dans les réponses d'Élie des vrais engagements, des convictions assez fortes. Donc on a eu des débats, mais on a été vraiment convaincus. Donc c'est avec plaisir, je pense que le jury a décidé de remettre ce prix à Atos. Alors je crois qu'il y avait aussi un point de vue, je ne sais pas si c'est maintenant. Frédéric. Oui. Bon, peut-être Élie, bravo d'abord pour ce Grand Prix. Est-ce que vous pourriez peut-être quand même nous dire en quelques mots, c'est quoi finalement, effectivement, dans votre secteur? Parce que ce n'est pas un secteur par rapport à, on parlait de Total, Atos n'est pas Total. Donc c'est quoi les dimensions fondamentales pour vous de votre engagement en matière de RSE? Et notamment, on parlait de l'environnement, mais peut-être pas seulement. Tout d'abord, merci beaucoup à nouveau au jury. Merci, je vous remercie aussi mes camarades d'Atos, dont le secrétaire général qui est là, les patrons de la RSE, des relations investisseurs, mais aussi l'ensemble des salariés, des 110 000 salariés qui vivent ce qui est un peu plus qu'une ambition, mais non, parce que ça commence à devenir une réalité, qui sont à travers le monde et, comme vous l'avez signalé, voilà, je pense que la grande bascule qu'on est en train de vivre, peut-être aidée d'ailleurs par la crise du Covid, c'est que on n'est plus, c'est plus une espèce d'équipe isolée, corporate qui s'occupe de ces choses-là, mais c'est vraiment l'ensemble des salariés qui contribuent chaque jour. Donc ça, c'est très important pour moi et pour nous tous. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a évidemment tout ce qu'on a fait pour l'interne, c'est-à-dire pour la réduction de notre empreinte carbone en interne. Il y a le fait d'avoir un objectif d'être net zéro d'ici 2035, donc 15 ans avant l'objectif de Paris. Mais il y a surtout, donc je reste sur les sujets de l'environnement, enfin on peut parler des autres sujets, il y en a beaucoup, mais si je me concentre là-dessus, on a décidé en fait d'en faire un business. De se dire qu'au fond, si on voulait rompre avec les logiques de communication, même si tout le monde n'en joue pas, si on veut vraiment être concret, il n'y a rien de tel que d'aller se confronter à des clients qui vous mettent des petites baffes de temps en temps, qui vous rentrez à la maison, vous revoyez votre copie, et à la fin, voilà, si le client, nos clients, c'est les grandes entreprises, ce n'est pas des particuliers. Si les grandes entreprises acceptent d'acheter à Atos des missions de décarbonation, eh bien ça veut dire que ça ne doit pas être totalement creux. Voilà. Et donc c'est notre façon d'être concret. Je pense que c'est la meilleure façon, très immodestement. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste en 3 choses essentiellement. D'abord, on fait des assessments de décarbonation, c'est-à-dire qu'on va voir
les grandes entreprises, je sais pas, c'est pas un pitch commercial, enfin si vous êtes intéressé, mais donc il y a des assessments de décarbonation où on passe en revue pas simplement l'infrastructure IT digitale de nos clients, mais l'ensemble des activités pour faire des recommandations très précises. Il y a un deuxième pan qui consiste à décarboner l'IT de nos clients, c'est-à-dire remplacer, faire des refresh, comme on dit, de hardware. Ça veut dire qu'on met une pression énorme sur nos fournisseurs, pour beaucoup américains, pour ce qui est du hardware, qui très honnêtement n'ont pas du tout la sensibilité. Je ne pense pas qu'il y ait, au moment où on se parle, enfin là, ils dorment à cette heure-ci, mais je ne pense pas que plus tard dans la journée, il y ait un rassemblement comme celui-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, d'une certaine manière, on est par exemple le premier client de Dell dans le monde. Donc, à travers nous, on leur met une pression d'enfer pour qu'ils prennent en compte ces choses-là. On avait jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, dans nos appels d'offres sur le hardware, une notation de 5%, un poids de 5% sur ces sujets-là. On est passé à 25%. Ça change leur comportement. Je peux vous dire qu'il y a des équipes de R&D chez Dell qui se sont mises à travailler d'arrache-pied là-dessus. Ça permet d'accélérer à travers une relation client-fournisseur qui est excellente par ailleurs. On n'est pas du tout sur des mauvaises relations, au contraire. Voilà. Sur le software aussi, faut savoir que le software, on n'en parle pas beaucoup, mais on est dans une logique aujourd'hui où les softwares sont développés au kilomètre, les lignes de code sont développées au kilomètre. Les développeurs n'ont plus du tout d'incentive à faire des codes courts, puisque le seul incentive qu'ils ont, c'est le time to market, c'est-à-dire pouvoir mettre leur software le plus rapidement sur le marché, ce qu'on comprend, ce qui est aussi dans l'intérêt de tous. Mais à la fin, ça fait des bases de données qui sont extrêmement lourdes, des softwares qui sont extrêmement lourds et qui donc suppose qu'on passe à travers toutes ces lignes de code et donc on consomme énormément d'énergie. Donc on va revenir, Eric nous apprenait à l'école que les démonstrations les plus courtes étaient... C'est là qu'on avait le plus de points. Parfois, on arrivait à démontrer... Enfin, il y a des étudiants de l'IX et de Dauphine qui comprendront ce que je veux dire. Parfois, on avait 0 quand on démontrait un problème. On arrivait à la solution, mais qu'on avait mis 5 pages pour y arriver. Donc, il va falloir que les développeurs se remettent à ces basiques, parce que ça permettra... C'est un impact significatif sur l'empreinte carbone. Et puis, troisièmement, qui là, est vraiment, là pour le coup, est totalement internalisé, c'est ce qu'on fait chez Atos, c'est les architectures. On se rend compte dans toutes les grandes entreprises que les architectures informatiques ont des backups, des 7, 8 backups, ça ne sert à rien. Enfin, donc on peut tout à fait simplifier une architecture informatique avec beaucoup moins de soi-disant protections qui en général sont placées en série au gré des DSI successifs qui ont voulu un petit peu se couvrir. Donc voilà, donc la simplification des architectures à niveau de sécurité constant, c'est aussi une façon de réduire l'empreinte carbone de nos clients. Donc ça, c'était le deuxième pan de ce qu'on fait, décarboner l'IT. Et puis, il y a décarboner le non-IT, c'est-à-dire passer en revue tous les business process de nos clients, et je dirais les ramener dans la catégorie IT, c'est-à-dire les digitaliser, les automatiser, les optimiser. Donc on fait, et ça existe dans absolument tous les métiers, du transport à la banque, aux usines de Siemens, par exemple, pour qui on travaille beaucoup. Donc c'est un domaine qui est infini pour peu qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Et si je peux terminer juste par une illustration que j'aime beaucoup, on parlait en aparté tout à l'heure, qui est un peu la conjonction de la techno la plus prometteuse et futuriste, qui est le quantique, dont on parle beaucoup sans trop savoir exactement où ça va nous mener, et de ces logiques de décarbonation. On travaille avec Total, par exemple, on parlait de Total tout à l'heure, comme quoi il bouge. Je ne sais pas si c'est grâce à vous ce que je vais dire, mais en tout cas, il bouge clairement. On travaille avec Total sur capacité à absorber le CO2 dans l'atmosphère. Parce qu'on sait que toutes les logiques de compensation de carbone vont atteindre leurs limites. On ne va pas pouvoir planter des arbres dans l'océan. Donc le coût d'ailleurs de la compensation va augmenter très rapidement. Donc l'idée de se donner bonne conscience en ne travaillant pas tellement sur la réduction de son empreinte carbone brute
Et parce qu'à la fin, on se dit on va la compenser, ça va pas durer très très longtemps parce que ça va commencer à coûter très très cher. Donc la seule façon durable, soutenable de compenser, c'est d'arriver à capturer les résidus de CO2 dans l'atmosphère. C'est quelque chose sur lequel, à supposer évidemment que c'est une fois capturé, et ça ne devienne pas des déchets radioactifs, enfin l'équivalent de déchets radioactifs, donc ça ne soit pas un problème, on ne crée pas un autre problème par ailleurs. Total travaille beaucoup sur ces logiques-là, mais pour y arriver, en tout cas jusqu'à présent, on a besoin de molécules qui comportent au moins une cinquantaine d'atomes, donc encore plus d'électrons, encore plus de neutrons, de protons, etc. Et donc pour simuler ces choses-là, l'informatique classique, même les supercalculateurs qu'on fabrique, ne permettent pas de simuler ces molécules qu'on dit d'adsorbants, c'est-à-dire c'est elles qui arrivent à fixer les molécules de CO2. Et donc il faut de l'informatique quantique. Voilà. Et donc le fait de travailler, d'avoir un cas d'usage, parce qu'en général quand on parle d'informatique quantique, on n'a pas trop de cas d'usage, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Ben voilà, si on vous demande, vous pouvez raconter qu'il y a un cas d'usage qui est magnifique, je trouve, parce qu'il est très évocateur, très porteur, et on y travaille avec Total. Voilà. Merci beaucoup, Élie. C'est vrai que la première fois que j'entends parler de décarbonation dans la physique quantique, mais cela dit, c'est passionnant. Je voudrais dire aussi que la question de Frédéric Oudéa est pas neutre, en fait. C'est vrai que nous aussi, on a été surpris. On ne voyait pas bien le lien, forcément, entre l'intégration et Atos. Il a fallu quand même qu'on se plonge dans les documents. Donc, c'est une belle reconnaissance parce que quand on vous a entendu... ok, c'est devenu limpide, mais tant qu'on ne vous avait pas entendu, ce n'était pas complètement limpide. Donc, c'est pour nous, en tout cas, important de vous le dire. Mais je vais peut-être passer la parole à Madeleine et à Louis, qui sont les deux étudiants au sein du membre du jury, pour que, de la même façon, ils vous synthétisent un peu les débats qui se sont tenus à propos du cas Atos. Bonjour. Alors oui, Louis et moi avons eu la chance de faire partie cette année du jury. Et nous avons pu avoir des débats extrêmement riches. Nous avons pu comprendre, grâce à Atos, grâce aux différentes entreprises que nous avons entendues, comment, de l'intérieur, les entreprises réussissent à adopter la gouvernance responsable. Et pour aller à l'encontre des idées reçues, nous avons notamment compris qu'il ne s'agit pas uniquement de faire du greenwashing, ce qui nous a beaucoup rassurés, d'une part, mais également les 33 000 étudiants français qui ont signé le manifeste pour un réveil écologique. Et comprendre également que, et ça en grande partie Atos nous l'a montré, qu'adopter une gouvernance responsable ne signifie pas uniquement avoir des investissements ou faire des investissements exorbitants aujourd'hui pour n'avoir des résultats qu'à très long terme, et qu'on peut avoir des résultats significatifs dès le premier jour. Alors Louis va peut-être détailler un peu plus. Oui, clairement. Donc c'était vraiment une expérience vraiment très intéressante de faire partie du jury. Et donc de travailler sur le cas d'Atos, qui est un géant européen de l'IT, ce qui fait quand même plaisir, parce qu'en face, donc on a la Chine, on a HP par exemple, ou IBM, et aussi de voir à quel point vous étiez tourné vers des problématiques d'avenir. Donc vous en avez parlé, les investissements dans l'ordinateur quantique par exemple. Donc il me semble qu'il y a d'immenses applications en cryptographie par exemple, et une des problématiques du siècle qui va venir, ça va être avec l'accroissement de la vie numérique, tout ce qui va être protection des données personnelles. Et donc, de voir que vous étiez engagé sur ces sujets, ça nous a d'une part rassurés et vraiment intéressés. Je voudrais cependant parler un peu de la compensation carbone. Vous avez évoqué le sujet, puisque il y a une fraction croissante de mes camarades et plus généralement des jeunes de ma génération qui seraient assez sceptiques en entendant les mots décarbonation et croissance dans la même phrase. Donc c'est vrai que vous l'avez évoqué, il y a des projets de compensation carbone, des projets d'afforestation et de reforestation qui correspondent réellement à une captation du CO2 atmosphérique et qui est donc piégé dans la biomasse. Mais il existe aussi des projets qui correspondent qui consistent à prendre une industrie qui est très émettrice de gaz à effet de serre et d'en réduire les émissions, et de considérer que cette différence peut être vendu comme des crédits carbone, donc ce qui revient à dire que la norme c'est de polluer et que ne pas le faire est retirer du CO2 de l'atmosphère. Et aussi, il faut aussi souligner que il y a une grande diversité dans les labels et les certifications, les crédits carbone, et que ils n'ont visiblement pas tous la même rigueur. Par exemple,
vous visez la neutralité carbone complète donc sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2035, ce qui est donc en avance par rapport à l'accord de Paris. Mais EasyJet, par exemple, prétend sur son site web déjà être neutre carbone aujourd'hui. Plus exactement, ils prétendent compenser tout le carburant de tous les vols. Mais ils ne volent plus, donc... Certes. Ce serait juste pour dire que, d'une part, la plupart des jeunes de ma génération qui vont bientôt arriver sur le marché du travail, on vous attend non seulement sur l'atteinte des objectifs, donc la neutralité carbone, mais aussi sur la rigueur et sur les différents projets de compensation carbone qui vont être employés pour l'atteinte de cette neutralité. Et j'en profite peut-être de vous avoir, vous, aujourd'hui, Atos, mais également Jessina et Danred, Fitrust et vous toutes, les entreprises engagées qui sommes là ce matin, et Société Générale, évidemment, pardon, pour faire passer un message de notre génération, un message pour que vous compreniez, maintenant que vous êtes extrêmement engagés, que vous preniez conscience de la responsabilité immense que vous avez de formation envers notre génération. Nous voulons apprendre à être les managers de demain, d'après-demain peut-être. Nous voulons apprendre à allier les enjeux technologiques, économiques, durables. Nous voulons apprendre à manager, non pas ou plus pour avoir du pouvoir, mais bien pour pouvoir aider nos salariés à s'épanouir, pour pouvoir être créateurs de valeur au bénéfice de notre planète. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Alors, comme le soulignait M. Lappé, nous dialoguons avec nos universités pour l'apprendre, pour ajouter ces cours dans nos troncs communs, mais nous avons aussi besoin de vous pour communiquer, pour former vos jeunes générations qui arrivent à prendre le relais plus tard, et également pour entraîner vos pairs, entraîner les entreprises qui sont dans votre secteur à vous suivre. Parce que comme le soulignait le rapport Carbone 4, un comportement héroïque qui permet de réaliser 20 à 25% du travail, mais le reste est laissé au gouvernement et aux entreprises. Donc merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste à terminer, à clôturer. Je vais pas continuer derrière Madeleine parce que je trouve que ce cri du cœur, j'ai senti de l'émotion dans ta voix, Madeleine, que tu portes au nom de ta génération, ce qu'a également adressé Olivier de Guerre tout à l'heure, c'est-à-dire cet immense espoir fondé et très, très fondamental sur ces sujets qui sont pas des sujets périphériques, qui sont vraiment très ancrés profondément. On a la chance d'avoir des dirigeants aujourd'hui, et c'est vrai, je pense que tu as parfaitement raison. Ces dirigeants exemplaires, en tout cas aujourd'hui, on les récompense parce que vous avez une responsabilité. La responsabilité d'abord de le faire savoir, pas dans la com, pas que dans la com, il faut le faire savoir, mais de le faire savoir vraiment, parce que ça représente. Et vous avez une responsabilité d'embarquer le plus grand nombre, que ce soit vos clients, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit, bien entendu, vos salariés, etc., de les embarquer. On a besoin de groupes leaders. On a besoin de groupes leaders qui donnent envie, qui génèrent l'enthousiasme, qui ne le vivent pas, comme le disait Olivier Grégoire tout à l'heure, comme une contrainte, mais qui le vivent comme une évolution qui va dans le sens de l'histoire, tout simplement. Même si ça bouscule, même si ça transforme, même si ce n'est pas confortable, nous, à l'Institut, on est convaincus qu'il faut continuer à avancer avec foi, parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Voilà, je vous ferai l'économie de la lecture du texte de Jean-Dominique Sénard, parce qu'il est tard, mais le texte est distribué à la sortie, donc je lui dirai qu'il n'a peut-être pas été lu, mais il a été remis et distribué, puis on le mettra sur notre site, parce que l'heure avance. Et puis je crois que tous les messages fondamentaux sont passés ce matin. Je voulais vraiment remercier vous tous, vous toutes, pour votre présence, pour la qualité de votre écoute, pour tous ces dirigeants, Gérard, Frédéric, Élie et tous ceux qui sont là, bien sûr, Olivier, Denis. Vous remercier, vous vraiment insister sur ces appels qui viennent au fond des tripes. C'est pas des mots, tout ça. C'est important et on est convaincus, nous, que même si tous les signaux ne sont pas ouverts aujourd'hui, peu importe, ce qui compte, c'est la détermination, c'est ça qui l'emporte in fine. Merci infiniment. Merci pour votre présence.